Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vais vous parler de quelque chose qui me passionne et j'espère que ce sera le cas, ou en tout cas que je vais contribuer peut-être à transmettre cette passion. C'est l'art et la culture d'une façon générale. En préambule, je voudrais vous dire que depuis tout jeune, alors que ce n'était pas mon milieu, je ne suis pas issu d'un milieu favorisé spécialement, et je ne suis pas né dans un milieu dans lequel je fréquentais justement des lieux culturels, mais à l'âge de 12 ans, ça a été vraiment une passion qui s'est avérée pour moi, en particulier le théâtre, et qui a donné du sens à ma vie et qui a fait que quelques années plus tard, du sud de la France, je venais à Paris, ville dans laquelle je suis depuis une vingtaine d'années. Cette passion pour l'art et pour la culture, elle me paraît importante parce que finalement, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui reste de l'histoire de toute notre humanité, si ce n'est la trace de l'homme sur son passage et finalement des créations que l'homme a laissées dans toute son histoire, ce qui constitue l'histoire de l'art du paléolithique jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui reste de notre humanité, si ce n'est finalement de la création? Qu'est-ce qui va rester de ce que nous vivons aujourd'hui, si ce n'est la création d'œuvres de l'esprit? Donc peut-être que la culture, c'est finalement ce qui nous relie, ce qui constitue aussi un socle commun dans les villes dans lesquelles nous sommes, dans les pays dans lesquels nous sommes. Et en France, eh bien, nous sommes probablement un pays d'exception culturelle absolument unique au monde, de par sa décentralisation, de par la diversité si vous voulez, de la présence de la culture sur notre territoire, aussi bien pour le patrimoine que pour la création. Et je pense que la culture, dans un monde dans lequel beaucoup de choses nous divisent, eh bien, au contraire, la culture, elle est là pour nous unir, pour nous donner des valeurs communes. Parce que si je vous dis les bronzés, vous voyez tous à peu près de quoi je parle. Alors, là, j'ai une culture nivelée un peu peut-être par le bas, et encore, on pourrait en discuter. Mais je pourrais parler d'exposition Vinci en ce moment au Louvre, par exemple. On voit tous de quoi on parle et on voit bien à quel point la culture et ses pratiques nous unissent et créent un socle commun et transportent des valeurs d'ouverture d'esprit, de tolérance. En ce sens, il me semble que la culture doit toujours être entreprise dans un intérêt général, à la portée de tous et du plus grand nombre. C'est dans cet esprit qu'on a concouru avec deux autres associés, Jérôme Boursin et Eric Philippon, à un appel à projet de la mairie de Paris il y a 4 ans qui s'appelait, vous avez dû en entendre parler, Réinventer Paris, réinventer la Seine. Et donc on a concouru pour un de ces emplacements qui est Pont des Invalides, Port du Gros Caillou. Donc c'est un emplacement sur les berges, au bord de la Seine. Et cette concession était mise en compétition par la mairie de Paris, associée avec Aropa, qui est le port autonome de Paris. Et puis nous avons concouru et on a proposé le seul projet culturel sur une quarantaine de projets qui étaient proposés. La mairie et Aropa n'imposaient pas une fonction au lieu. C'était complètement libre, donc beaucoup de projets d'événementiel, il y a des projets de salles de sport, des projets de toutes sortes de choses. Et on a proposé la création d'un lieu dédié à l'art urbain, c'est-à-dire au street art. Pour moi, c'était une passion depuis très longtemps. J'avais déjà créé un musée qui s'appelle Art 42. Peut-être avez-vous déjà visité l'école 42, la fameuse école de Xavier Niel. Il y a 4 ans, j'en ai fait un musée. Les 4000 m² de cette école sont investis par des œuvres d'art issues de l'art urbain, des œuvres de street art. Des artistes du monde entier y avaient réalisé des murs. Eh bien, cette réalisation de ce projet philanthropique Art 42, qui fait 20-30 000 visiteurs par an, a servi de préfiguration à ce projet qui a maintenant pris vie depuis 5 mois. On a donc ouvert ce lieu il y a 5 mois avec 200 000 visiteurs en 5 mois. Ce qui caractérise ce lieu, au-delà de, je vous laisse en juger, mais de sa beauté architecturale, c'est le cabinet Scène Design, Gérard Ronzati, qui a réalisé le bâtiment, c'était sa promesse, un lieu privé, 100% privé, pas 1 euro d'argent public. Donc l'enjeu du financement de ce projet, c'était la fabrication du bateau. On n'a pas recyclé une barge existante, on a vraiment fabriqué ce bateau. Donc c'est un projet de 4,5 millions, c'est ça qui en fait vous voyez, un financement important. Donc 3 associés, on a réuni 2 fonds d'investissement, la BPI, la Banque publique d'investissement, et Apicap, un deuxième fonds. Et on a réussi donc à 3, avec de l'endettement et des fonds d'investissement, à le financer. Et puis, la promesse de ce lieu, c'était un lieu d'accès entièrement gratuit,
une collection permanente, des expositions temporaires, des visites guidées gratuites, un accès gratuit, des visites guidées gratuites tout au long de l'année pour tous les publics. C'était ça la promesse. Sur quel modèle économique? Un modèle double, et ce qui va m'amener à partager avec vous une conviction pour les villes de demain. Un modèle double, c'est-à-dire l'exploitation d'un bar, d'une petite restauration, 50% du modèle, et l'événementiel, c'est-à-dire l'accueil dans ce lieu d'entreprise, comme la semaine dernière, nous avions Google qui a réalisé un événement, il y a quelques semaines Warner, la semaine prochaine je crois que Chanel qui organise un événement, Salesforce et encore. Donc événementiel et exploitation, donc B2B, B2C, c'était ça notre pari. Et ça m'amène à partager quelque chose avec vous, puis on va regarder peut-être un court extrait du projet et voir le bateau en train d'exister. Ça m'amène à vous dire que je crois dans cette hybridation possible aujourd'hui d'un projet privé lié à de l'intérêt général. Donc de l'intérêt général, ce qui me paraît essentiel au cœur d'une ville, de l'intérêt général pour partager de la culture, pour partager de l'art, mais avec un modèle économique privé viable. Pourquoi cette contrainte? La ville de Paris, on est en pleine campagne municipale, vous le savez, ça ne vous a pas échappé, les élections ont lieu en mars. La ville de Paris porte un endettement de 6 milliards aujourd'hui. L'État, un peu plus de 2400 milliards de déficit. Qu'est-ce qu'on peut projeter dans les années qui viennent comme politique culturelle financée par le public? Dans un pays dans lequel on a 8 millions de pauvres, est-ce que vous me voyez, moi, l'air malin, en train de dire « Non, non, mais c'est pas grave, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas vous loger, mais nous, ça passe d'abord. La culture, c'est vital. » Je me vois mal tenir ce discours, ni même le tenir à l'un ou l'une de mes 700 étudiants de l'ICAR aujourd'hui, qui sont des jeunes gens qui vont faire ces métiers d'ingénierie culturelle. On leur a quasiment interdit ce mot de subvention. On n'est plus dans cette ère-là. L'ère de Jack Lang est terminée. 1981, triplement des budgets de la culture, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans des budgets constants et légèrement, si vous voulez, vous le savez, polissés chaque année de 1, 2, 3%. Donc comment projeter de nouveaux projets, comment créer de nouveaux équipements culturels? Donc voilà un des exemples, il y a 1000 autres façons de faire, mais la clé me paraît être celle de l'hybridation, encore une fois, de l'intérêt général, avec des modèles économiques à réinventer. Je vous laisse regarder. Ça, c'est l'artiste John Wan, peut-être que certains connaissent. Et l'exposition qu'on a en ce moment, qui est une exposition autour de Vinci. Voilà, c'est les équipes de la médiation en permanence, tous les jours, entièrement gratuitement. Un lieu très événementialisé aussi, un rooftop l'été qui permet aux gens de venir boire un verre, un mapping géant et immersif en permanence, tous les jours, toute l'année, grâce à un partenaire là, de mécénat, Athème, qui est un leader dans le mapping pour les villes. Et donc, un séquençage avec vraiment des événements en permanence qui permettent de faire vivre le lieu. Et donc là, en période d'hiver, on est ouvert du mercredi au dimanche. Et l'été, le lieu est ouvert 7 jours sur 7, de midi à minuit. Donc là aussi, on est allé même un cran plus loin que la plupart des musées publics, qui ont vous le savez, des horaires d'ouverture parfois un peu contraignants, pas toujours liés à la vie des citadins. Je mets de côté le Palais de Tokyo, qui lui a su justement avoir un modèle justement midi, minuit, très tôt. Donc cette hybridation, j'y crois beaucoup. Et je voulais vous citer 2 exemples de lieux publics qui, à l'inverse, font ces efforts pour se rapprocher de modèles viables. Je voulais citer justement le Palais de Tokyo, qui aujourd'hui s'approche de 70% de ressources propres. C'est-à-dire qu'il est capable, à hauteur de 70%, par sa billetterie, par les nombreux commerces qui animent le lieu. C'est plus de 25 000 m² aujourd'hui, le Palais de Tokyo, Monsieur Bleu, les grands verres, le yo-yo en dessous, les boutiques, etc. Il permet de devenir un véritable lieu de vie dans lequel on peut aussi aller boire un verre, manger, voir une exposition. Donc je crois aussi dans cette hybridation-là. Et aussi vous dire qu'un autre lieu, c'est le théâtre du Rond-Point, par exemple, de Jean-Michel Ribes, qui a su aussi, à travers la multiplicité de ses jauges, de ses salles, attirer des publics différents, trouver un modèle économique propre, être capable d'accueillir de l'événementiel, là aussi, donc de louer ponctuellement ces salles pour se donner du souffle, pour avoir des moyens de production plus importants. Donc cette hybridation,
Je pense que de financement et de vision publique-privée, nous devons maintenant, je pense, y venir et ne plus seulement dans la culture attendre évidemment la question d'un financement public. Vous dire aussi qu'on doit évidemment éviter un certain nombre d'écueils. Et vous savez, un des écueils, par exemple, c'est peut-être la Fondation Louis Vuitton, qui est un lieu sublime, c'est un joyau. J'ai été dur par écueil. C'est un joyau qui rayonne dans le monde entier, qui porte l'image d'une marque de luxe française, très bien. Et ce lieu s'est bâti sur un rescrit fiscal de 350 millions. Donc c'est 450 millions d'euros le financement. Rescrit fiscal, donc manque à gagner fiscal pour l'État, 350 millions. Donc c'est pas de la subvention, vous me suivez, c'est un manque à gagner fiscal, puisque c'était une ambition d'intérêt général. Donc jusque-là, tout va bien, c'est la loi défiscalisation 2003 d'Aillagon, parfait. Juste le petit bémol, c'est que aujourd'hui, dans ce lieu, il n'y a pas d'accès gratuit pour les jeunes. À partir de 3 ans, un enfant, un bébé même, va payer son entrée dans des passes familles qui sont vendus. Et peut-être que quand on finance, vous voyez, quand on se finance en partie sur un rescrit fiscal de 350 millions, dans la promotion d'une marque privée, on peut peut-être faire l'effort pour un lieu culturel de maintenir un peu d'intérêt général, on en parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, les leçons peuvent être données des deux côtés, aussi bien du côté de l'État que du côté du privé. Et peut-être que ça ne leur aurait pas coûté grand-chose que de rendre un accès gratuit jusqu'à peut-être 12 ou 14 ans et de maintenir une facilité d'accès pour le plus grand nombre. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures culturelles.